Alors je vous arrête tout de suite. Loin de moi l'idée de vous expliquer en long, en large et en travers en quoi consiste la nouvelle réglementation technique, sportive et financière prévue pour la Formule 1 à partir de 2022. Car pléthore de mes collègues youtubeurs s'en sont déjà chargés à travers des vidéos très qualitatives et que je ne peux que vous recommander vigoureusement. Mais si d'aventure vous avez cliqué sur la miniature de cette vidéo sans connaître chaque recoin de cette nouvelle donne, retenez déjà une chose. L'an prochain est censé incarner LA révolution que beaucoup attendent en Formule 1. Moins scripté, plus imprévisible, plus équitable et rimant avec proximité, roue contre roue ou encore dépassement, cette formule du futur a été forgée en conclusion des quelques 7500 simulations techniques et de plusieurs années d'âpres négociations sportives et financières entre la marque F1, la FIA et les équipes. Mais s'agit-il seulement de la F1 du futur ou bien de belles promesses à confirmer ? Car qu'on le veuille ou non, les garanties de succès n'existent pas et si l'on voit le verre à moitié vide, comme j'aime si souvent le faire, impossible de ne pas se poser la question qui fâche. Et si la révolution de 2022 s'avérait être un échec ? Eh bien dans Rabat-Joie à la loupe, on va donc mettre en avant 5 scénarios apocalyptiques faisant de cette nouvelle ère pour la Formule 1 un véritable fiasco. Allez, bon courage ! Si l'on prend en considération les différentes tractations politiques ayant eu cours depuis 3 ans en Formule 1, on peut aisément comprendre ce que Liberty Media et la FIA ont tenté d'instaurer. Une sorte de cadre à la fois financier et technique visant à rendre plus compact un plateau de 10 écuries qui s'était totalement morcelé depuis des années, entre 3 constructeurs tout-puissants et le reste. Ainsi, par le plafonnement budgétaire instauré depuis cette année et abaissé à 140 millions de dollars par équipe dès 2022, on tente de diminuer la corrélation positive entre le facteur payé et le facteur gagné. Par le système à jetons et le gel du développement, on tente d'encadrer la course à l'armement des écuries les plus fortunées. Par les accords Concorde signés en août 2020, on tente de renforcer l'équité financière entre les différents participants en leur versant des revenus moins disparates. Et par la refonte du règlement technique, on cherche à concevoir des monoplaces proches, pouvant se suivre et se dépasser, et dont la philosophie vise à restreindre les libertés de développement aérodynamique. Donc sur le papier, ce nouveau cadre semble imparable en vue de rapprocher les différents participants et aboutir à la politique spectacle prônée depuis toujours. Mais comme vous le savez, théorie n'est pas pratique. Et si l'on regarde bien, 5 points saillants de cette nouvelle donne pourraient tout à fait être défaillants. 2022 se veut être un reset technique complet en Formule 1. Cela signifie qu'à l'instar d'autres réinitialisations telles que celles de 2009, 2014 ou dans une moindre mesure 2017, la conception des monoplaces s'effectuera à partir d'une feuille blanche qui devra exploiter et respecter les 169 pages et quelques 77 000 mots du nouveau règlement mis en place. Or comme on le sait, les grosses mutations d'ordre technique d'une année sur l'autre en Formule 1 sont synonymes de chamboulements hiérarchiques conséquents et souvent d'écarts en piste absolument abyssaux. Et c'est justement là que le premier bât blesse. Alors que la F1 que nous connaissons actuellement est sur le point de disparaître, elle n'a jamais été aussi serrée depuis des années. Et pourquoi ? Car elle est l'héritière d'une certaine stabilité réglementaire ayant permis peu à peu de combler les écarts entre les écuries les plus compétitives et celles les moins bien loties. Dit autrement, grâce à cette relative continuité, les équipes ont eu le temps de s'inspirer de ce qui marchait tout en mettant de côté ce qui ne marchait pas, aboutissant à une relative convergence des performances entre les monoplaces. Les innovations techniques et aérodynamiques majeures intervenant souvent au début d'une génération réglementaire, comme le double diffuseur de Braun Grand Prix ou de Red Bull en 2009, elles sont donc à terme copiées par les autres équipes, si bien que ne restent ensuite que des évolutions de plus en plus mineures faisant gagner un temps lui aussi de plus en plus minime, d'où le constat d'écart de plus en plus faible. Donc qu'il soit bon ou mauvais, le reboot technique prévu l'an prochain n'en reste pas moins un nouveau coup de pied dans la fourmilière, et il faut bien comprendre qu'un changement de cette ampleur a de bonnes chances d'appauvrir le spectacle en premier lieu. Et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est l'un des promoteurs de ce nouveau règlement, à savoir Ross Brawn, qui l'admet. Je pense qu'un éclatement du peloton est tout à fait envisageable. L'année que nous vivons est un bon cru, mais il est encore incroyablement difficile pour les voitures de se suivre. Nous pourrions donc potentiellement connaître un retour en arrière au niveau du resserrement du peloton en 2022. Mais ensuite, je pense que nous assisterons à de superbes courses dans les 2 années qui suivront. Oui Ross, mais encore faut-il que techniquement et financièrement parlant, les écuries aux performances déficitaires puissent combler les écarts, et la F1 en 2022 ne rend pas nécessairement la chose plus facile de ce côté-là.
Et oui, l'histoire de la F1 a montré que les gagnants et perdants immédiats des grands chamboulements réglementaires ne sont pas nécessairement ce que l'on attend. Car au-delà d'avoir les moyens de ses ambitions et un département de recherche et développement qui fonctionne à fond les ballons, il faut s'y prendre suffisamment tôt et surtout s'approprier une nouvelle donne en exploitant les zones grises. C'est ainsi que la modeste écurie Braun Grand Prix a réussi son pari en passant d'une écurie de fond de grille en 2008 à un champion du monde en puissance l'année suivante. A contrario, d'autres marques favorites et fortunées peuvent totalement louper leur virage réglementaire. On l'a vu en 2009 et 2014 pour Ferrari et McLaren, et dans une moindre mesure avec Red Bull et son V6 Renault calamiteux en 2014 et 2015. Bien évidemment, la plupart de ces grands constructeurs ont pu rattraper leur retard grâce à leurs ressources et se battre rapidement pour des pôles, des victoires ou même des titres. Sauf que désormais, les restrictions budgétaires, sportives et techniques risquent de rendre ce rattrapage beaucoup plus lent. Alors pour mieux expliquer l'enjeu, imaginons un instant que la Scuderia Ferrari loupe totalement sa monoplace de 2022. Je donne cet exemple totalement au hasard. Et bien dans ce cas-là, en plus d'être une écurie de milieu de grille à 3 secondes du poleman, l'équipe italienne serait en plus sujette à de multiples contraintes qui n'existaient pas auparavant pour elle. Déjà, sa capacité de développement, donc de réaction, serait fortement réduite par le plafonnement budgétaire qui, je le rappelle, divisera par 3 le budget de la Scuderia alloué en 2020, sachant que dans ce contexte, l'équipe devrait surveiller d'autant plus ses dépenses en réparation en cas de crash dont la probabilité augmenterait si les monoplaces rouges s'élancent systématiquement dans le peloton. En outre, comme toutes les autres équipes, la Scuderia serait de facto soumise au gel du moteur et de la boîte de vitesse et au système à jetons, seulement 2 par équipe, qui limite fortement le développement des monoplaces dans le temps, obligeant le cheval cabré à faire des choix. Bref, il s'agit d'un cadre réglementaire si contraignant qu'il pourrait carrément empêcher certaines écuries de s'extirper de leurs péchés originels en cas d'inégalité outrageuse en 2022. Le plafonnement budgétaire peut donc contenir en son sein quelques effets pervers entravant la relance d'une politique spectacle. Toutefois, puisque la F1 est un sport dans lequel il faut avant tout payer pour être compétitif, cette limitation financière reste l'une des mesures contraignantes les plus prometteuses en vue de resserrer le plateau. Encore faut-il qu'elle soit respectée, sans entourloupe. Alors on le sait, la Fédération internationale de l'automobile surveille le paddock avec assiduité via la FIA Cost Cap Administration, une entité qui travaille main dans la main avec de très grands cabinets d'audit afin de s'assurer du bon respect de ces contraintes par les plus grosses équipes qui sont naturellement les plus impactées. Mais malgré cet encadrement, on peut aisément envisager que la traçabilité des transactions, autrement dit savoir d'où vient l'argent dépensé par les équipes et où il est alloué, s'avère être beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. N'oublions pas que le plafonnement budgétaire incite dès à présent les grands constructeurs tels que McLaren, Ferrari ou Mercedes à préparer des reconversions de masse vers d'autres disciplines automobiles après s'être vus amputer des 2/3 de leur budget annuel en Formule 1. Et par ce biais-là, on peut facilement imaginer que ces mêmes marques se servent d'une discipline pour travailler sur l'autre. En outre, la longue liste d'exceptions non soumises à ces restrictions budgétaires, telles que l'achat du moteur, le salaire des pilotes, celui des 3 employés les mieux payés, le transport ou encore l'hébergement, s'ajoute à la complexité à laquelle va devoir faire face la FIA Cost Cap Administration et sont autant d'opportunités pour les constructeurs d'exploiter des zones grises du règlement financier cette fois-ci. Donc s'il s'avère que les budgets capés sont théoriquement respectés mais pratiquement jetés à la poubelle par certains de ses signataires, la F1 pourrait aussitôt retomber dans les travers que nous lui connaissons. Autrefois, les voitures étaient plus légères, plus petites et plus agiles, ce qui rendait leur maniabilité meilleure et la course plus intéressante. Voici ce qu'indiquait Lewis Hamilton au mois de juin dernier. Alors on a beaucoup parlé du fameux air sale ou dirty air provoqué par l'orgie d'appendices aérodynamiques sur les monoplaces depuis 2017 et qui empêche les pilotes de se suivre et de se dépasser sans détruire leur train de pneus en l'espace de quelques tours. Un phénomène physique qui d'après les milliers de simulations devrait être quasiment éradiqué pour le bonheur de tous. En revanche, rares sont ceux qui comme Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel ou encore Lewis Hamilton remettent sur la table les problèmes induits par la taille des voitures mais également leur poids. Car quoique légèrement plus petites, les monoplaces de 2022 conserveront des dimensions similaires à celles qui les ont précédées, avec un aileron avant encore plus imposant et qui incitera peut-être les pilotes à y réfléchir à 2 fois avant de réaliser certaines manœuvres. Ajoutez à cela un poids qui augmentera de 25 kg par rapport à cette année pour atteindre près d'1 tonne avec le plein d'essence et le pilote à bord, et bien vous obtenez des interrogations et des doutes légitimes sur l'agilité de ces nouvelles monoplaces et donc sur leur potentiel à alimenter le spectacle. À cette incertitude s'ajoute celle des pneus et en ce sens, Pirelli aura un défi de taille à relever.
adapter ces gommes aux nouvelles monoplaces et à leur suspension. Car l'une des critiques phares adressées à Pirelli par le paddock est la surchauffe des gommes, et il faut bien comprendre qu'elle participe au moins autant que le Dirty Air au manque d'attaque et donc de dépassement. Le manufacturier italien planche donc sur la question avec les nouveaux pneumatiques 18 pouces prévus l'an prochain. Toutefois, si Pirelli ne parvient pas à régler ces problèmes de surchauffe, alors Dirty Air ou pas, les dépassements ne seront pas plus faciles si le pilote doit constamment gérer la température de ses pneumatiques. Le Dirty Air est donc un facteur explicatif central lorsqu'il s'agit d'identifier les carences de spectacle en F1. Pour autant, l'agilité générale des monoplaces et l'intégration des pneumatiques sont également deux paramètres à prendre en compte, et s'ils sont sous-estimés par cette nouvelle formule, cela se verra tout de suite. Pour terminer, prenons le scénario inverse et imaginons un instant que les nouvelles réglementations techniques pour 2022 fonctionnent, mais fonctionnent un peu trop bien. Et bien même dans ce cas, on peut émettre quelques doutes sur le spectacle en piste que nous aurons à l'arrivée. Même si les premières rumeurs ont fait mention de monoplaces totalement différentes d'une écurie à l'autre, certains acteurs du paddock continuent de penser que la nouvelle réglementation pousse indirectement les équipes à concevoir des monoplaces très semblables, ce qui, selon eux, aurait plutôt tendance à complexifier les dépassements plus qu'autre chose. C'est le cas par exemple du directeur sportif de Ferrari Mattia Binotto qui expliquait la chose suivante en juillet dernier. Je ne sais pas si la F1 atteindra son objectif avec ces règles. Il y aura certainement des courses plus serrées avec moins de différence entre les voitures, mais pour commencer, vous avez besoin d'une voiture plus rapide pour en dépasser une autre. Mais la réglementation est tellement restrictive que je pense que nous atteindrons rapidement le point de convergence. Car une fois l'architecture et les concepts de la voiture définis, il y a très peu de liberté. Les meilleures solutions seront limitées et vite copiées. On ne peut travailler que sur les ailerons qui paraissent déjà simples et sur le fond plat, mais pas grand chose d'autre n'est possible. Alors évidemment, ne soyons pas naïfs et ayons pleinement conscience que cette parole émane du directeur sportif de l'une des écuries qui sera les plus empêchées par ce règlement. Et à l'inverse, vous n'entendrez certainement pas le même raisonnement de la part d'un Günther Steiner dithyrambique et qui voit en 2022 la saison du salut pour Haas. Néanmoins, les propos de Binotto posent question. Si le Dirty Air est remplacé par des écarts trop faibles empêchant les pilotes de se dépasser, alors quelle sera la différence à part un classement de temps en temps chamboulé en fonction des circuits? À titre de comparaison, les monoplaces de F3 sont quasiment identiques et d'une grande simplicité aérodynamique. Assiste-t-on pour autant à des courses palpitantes à chaque coup? La réponse est non. C'est pourquoi, à l'instar de la Formule 2, la Formule 1 devra continuer à travailler dur sur ce qui fera peut-être la vraie différence si les écarts de base entre les équipes s'avèrent infimes, à savoir les pneus, leur gomme et leur dégradation. Si Pirelli et la F1 y parviennent, eh bien le pilote pourra à son tour exprimer son talent par rapport aux autres. Sinon, peut-être que le spectacle intrinsèque ne sera pas au rendez-vous. Alors évidemment, je me suis fait volontairement l'avocat du diable dans cette vidéo, car ma conviction profonde est que ces nouveaux règlements accompagneront la Formule 1 dans la bonne direction pour les pilotes et pour les spectateurs. Toutefois, il est intéressant de noter que rien n'est inscrit dans le marbre et que le succès de cette nouvelle donne repose avant tout sur quelques facteurs clés dont on parie sur l'efficacité. En l'occurrence, le plafonnement budgétaire, le système à jetons et la nouvelle réglementation technique. Or, il suffit d'un seul côté défaillant pour que ce nouveau cadre explose. Donc, à suivre. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous laisse me dire en commentaire si vous voyez un autre aspect douteux de ce règlement. Et plus largement, n'hésitez pas à me partager ce que vous pensez de l'avenir de la Formule 1 tel qu'il a été imaginé pour 2022. Personnellement, j'ai hâte d'y être, mais ne boudons pas notre plaisir et profitons pleinement de ce superbe cru de 2021. Allez, à très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!